Particulièrement ravi de vous recevoir. On a pu voir effectivement que ce sujet suscite quand même beaucoup d'engouement et de curiosité. Donc, on va tâcher d'être à la hauteur de votre curiosité au travers de cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Nous serons 3 à intervenir. Donc, on aura Thierry Vauquier, qui est Talent Manager sur Schmitt. Il se présentera plus précisément, il présentera son groupe dans quelques instants. Nathalie Innocenti, ma fidèle compagnonne, je ne sais pas si on peut dire ça, depuis quelques temps autour de tous les sujets de l'expérience client et des modes de consommation de demain. Et puis donc moi-même, Stéphane, expert sur tout ce qui tourne autour du retail d'aujourd'hui, de demain, qu'il soit digital, durable et circulaire. Petite précision, on vous aurez la possibilité au travers du chat de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, on les traitera à la fin. On essaiera d'y consacrer du temps, de répondre à toutes. Si on n'a pas le temps, on reviendra vers vous individuellement pour y répondre. Et si d'aventure, vous n'êtes pas, vous souhaitez recevoir le replay par la suite, ou vous avez des collègues qui étaient intéressés mais qui n'ont pas pu s'inscrire, il suffira de nous mettre le mot replay. On a fait très simple. Vous nous écrivez replay dans le chat et on saura que vous souhaitez recevoir le lien pour pouvoir revisionner par la suite cette prise d'intervention. Concernant les photos, donc on aura Margot, notre modératrice, qui se chargera de regarder les photos au fur et à mesure, les questions au fur et à mesure, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Et on tâchera de finir aux alentours des midi. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la prise de parole de Thierry, et puis surtout de façon à ce qu'il puisse nous expliquer d'où est venue cette idée d'explorer le commerce de demain, de partir à l'aventure. Donc on aimerait, Thierry, que tu puisses nous dire en quelques mots, déjà nous présenter le groupe Schmitt, et puis ce qui a déclenché cette démarche. À toi la parole. Tu peux retirer les slides. Oui. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry, je suis en charge de la direction Talent Management chez Schmitt Group. Schmitt Group, pour que ça vous parle, ce sont les enseignes, entre autres, Schmitt et Cuisinella. On a des usines en France, en Alsace, 5 usines, et puis on est leader de l'aménagement et de la cuisine en France. On couvre la France et l'international avec plus de 900 magasins. Voilà, pour vous schématiser globalement l'entreprise et vous la présenter rapidement. Alors l'idée, on travaille avec notre réseau de concessionnaires, c'est un réseau de concessionnaires indépendants exclusivement, et on a des instances représentatives où on travaille avec le réseau pour construire l'avenir tout simplement, et puis gérer, on va dire, tout l'opérationnel au quotidien.
Et on a une instance qui s'appelle le COS, qui est le comité d'orientation stratégique, qui réunit les membres du CODIR Schmitt Group et également donc des membres représentatifs du réseau, des deux marques, des patrons de magasins, des dirigeants d'un magasin ou de plusieurs magasins et des groupes plus ou moins gros. Et lors de cette instance, l'objectif évidemment est de réfléchir aux stratégies de l'entreprise et en l'occurrence, on avait une prise de parole récemment sur la dimension RH. Et donc, le prisme qui était le nôtre, c'était de se dire, si on échange et on se projette sur la place, le rôle et comment les RH vont pouvoir accompagner toutes les évolutions de l'entreprise sur l'ensemble du spectre, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et notre approche a été de se dire, avant d'aborder les évolutions RH en tant que telles, on ne peut pas faire l'économie que d'aborder les évolutions de notre écosystème et les évolutions du retail dans lequel on s'inscrit au global. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai contacté Nathalie et Stéphane parce que je les sais, et pour avoir déjà travaillé il y a un certain nombre d'années avec eux, experts sur le sujet de ces modes de consommation, des parcours d'achat, etc. Et donc, je les ai sollicités en disant, on a besoin de vous pour pouvoir tracer, en tout cas, ce monde de demain au niveau des évolutions retail. L'objectif étant de se dire quelles sont les évolutions des modes de consommation, les évolutions retail qui vont avoir un impact à la fois sur les évolutions du magasin de demain et donc des métiers. Et quand on se parle après des métiers, on en arrive tout simplement aussi, évidemment, à la brique RH. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer le cheminement. Et puis finalement, en échangeant avec eux très rapidement, il y a une approche assez disruptive proposée par Stéphane, qui a été de se dire, on peut avoir un angle d'approche via les 4 scénarios de l'ADEME dans le cadre de la transition neutralité carbone 2050. Et puis c'est comme ça qu'on a tiré le fil, parce que c'était assez disruptif comme approche, pour pouvoir aborder justement l'ensemble de l'écosystème et des évolutions sur lesquelles on est amené à œuvrer. Et en l'occurrence, moi, en tout cas, ça a fité dès le départ sur cette approche-là. Il a fallu pouvoir le vendre néanmoins parce que dans ce scénario-là, on a une approche très RSE. Alors ça fait pleinement sens évidemment pour nous, c'est très clair, parce que cette dimension elle est vraiment au cœur de notre stratégie. Pour autant, on se disait il manquait d'autres dimensions plus sociétales. Je pense notamment à l'intergénérationnel, je pense notamment à des évolutions managériales, je pense aussi à l'IA évidemment. Et donc ils ont intégré cette dimension supplémentaire en plus, on va dire, des scénarios, les 4 scénarios de l'ADEME. Et on a travaillé avec eux, et c'est ce qui est arrivé en fait, on en est arrivé en tout cas à avoir une projection sur 12 futurs possibles. À chaque fois, on a poussé à l'extrême, on a caricaturé ces 12 futurs possibles pour pouvoir vraiment voir les points de saillance sur l'évolution du retail et des métiers. Et puis, on a choisi, nous, en tout cas, lors de ces 2 journées avec le COS, 9 scénarios en particulier projectifs sur lesquels on a travaillé en sous-groupe. Voilà. Ça, c'était un peu pour vous donner un peu le sens qui nous a amené à travailler ensemble sur ces sujets. Voilà. Alors, en effet, si je passe de l'autre côté de la barrière, la demande qui nous a été faite, c'était vraiment de sensibiliser le COS, donc le comité de direction stratégique, de lui faire une forme de choc, une prise de conscience, en fait, que, on rigole plus, le monde va bouger. Voilà. Et ensuite, de les mettre en action pour qu'ils imaginent les impacts sur les métiers de demain. Donc, nous, on a pensé 3 temps, en fait, dans cette intervention. Premièrement, un temps où les membres du comité de direction, qui sont à peu près 15, ont pu découvrir sous la forme d'une conférence, Stéphane va vous la faire en micro, les 4 scénarios de transition neutralité carbone de l'ADEME. Et Stéphane étant passé par la Convention des entreprises pour le climat et s'est formé pendant plusieurs années là-dessus. Donc, on avait fait un format conférence. Ensuite, je suis intervenue pour définir quels étaient les 12 futurs possibles issus de ces informations-là. Parce que Stéphane et moi, on a donc mangé les 680 pages et on les a structurées et nous est arrivé énormément d'évolutions sur le retail. Et c'est là qu'on a poussé le curseur et qu'on a créé 12 magasins futuristes très, très poussés à l'extrême. D'accord ? Pour vous dire, le magasin de la sobriété ou le magasin invisible ou immersif.
Il faut qu'il soit immersif pour ne pas devenir invisible. Voilà. Donc ça, c'est les deux extrêmes avec les techs, etc. Et ensuite, troisième temps, les gens ont découvert les 9 futurs possibles. On a fait 3 sous-groupes et les gens ont travaillé sur ça veut dire quoi pour les magasins. Alors, on y va. Étape numéro 1, il faut que tu remettes les slides. Alors, je fais ça. Étape numéro 1, une conférence d'à peu près 3/4 d'heure, hein, je crois, 40 minutes. Oui, voilà. Donc, l'idée était effectivement de faire découvrir ce qu'étaient ces fameux 4 scénarios de transition 2050. Alors, le premier scénario est le scénario qui s'appelle Génération frugale, un scénario qui est dicté par la sobriété et par la contrainte. Sur lequel tout ce qui est déplacement, énergie, consommation fait à la fois l'objet de contraintes réglementaires, donc une forte intervention de l'État, et puis une sobriété qui est devenue une norme où on fait attention à tout. Donc c'est ce premier scénario, Génération frugale. Si le sujet vous intéresse, je vous laisserai aller plus loin. Ils sont disponibles sur le site de l'ADEME. Un deuxième scénario qui s'appelle coopération territoriale, donc qui est une évolution du premier, dans le sens où là, le sujet porte plus sur la gouvernance partagée, sur le fait que tout le monde est impliqué dans les prises de décision. Donc, on a autour de la table des ONG, le public, le privé, la société civile qui coopèrent de façon à maintenir une cohésion sociale et d'être dans une logique de partage et de pouvoir avoir une paix sociale, encore une fois, qui soit garantie. Le troisième scénario s'appelle technologie verte. Donc là, on bascule sur l'univers technologique et là, on considère que l'innovation est au service de la décarbonation et qu'on modère son train de vie, mais que globalement, c'est la technologie qui permet de faire la différence et qui nous permet de continuer à pouvoir habiter cette planète avec une technologie qui reste encore accessible au plus grand nombre. Et puis le dernier scénario qui porte mal son nom, puisqu'il s'appelle Paris réparateur. Le pari réparateur, en fait, on fait pari qu'on aura capacité au travers de la technologie à réparer tous les dégâts qu'on aura fait sur les écosystèmes sociétaux et écologiques. Donc voilà, donc c'est un technosolutionnisme quelque part poussé à l'extrême et avec au travers de tout ça de fortes inégalités qui apparaissent et qui se creusent. Donc voilà les 4 différents scénarios. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures et là on n'a pas trop le temps et puis ce qui est plus intéressant, c'est ce qui viendra après. Encore une fois, vous pourrez aller voir, il y a plein de supports sur le site de l'ADEME, il y a des vidéos qui vous détaillent ces 4 scénarios que je trouve à titre personnel passionnants, mais qui permettent effectivement de se projeter sur ce à quoi la société pourrait ressembler en 2050 avec le prisme de la décarbonation et d'arriver à une neutralité carbone. Ça a été le point de départ de l'ADEME, de se dire en 2050 quels sont les 4 chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone. Alors la vérité n'est pas un des 4, la vérité elle est un peu dans les 4, au même titre que ce que va vous présenter juste après Nathalie, à savoir les 12 scénarios de magasins qu'on a imaginés. La vérité est un peu dans les 12 magasins. Alors, le temps numéro 2, donc ce qui s'est passé, c'est que Stéphane a fait ce temps de prise de conscience et de projection dans la nécessité en fait d'envisager une transition qui tient compte en fait de l'objectif zéro carbone en 2050. Et de là, nous avons donc déduit et fait un très lourd travail à ce moment-là d'imaginer quelles étaient les 12 formes de magasins. Alors là, vous voyez, vous avez 12 fiches. Les bleus correspondent au premier scénario, qui était très sobriété, c'est ça. Les violettes, enfin là, il n'y en a qu'une, mais il y en a 3 en fait, correspondent au deuxième scénario, coopération territoriale. Les troisièmes, comment s'appelle le troisième déjà? Technologie verte. Technologie verte, qui fait le pari de la technologie, et le quatrième, pari réparateur, qui est encore plus poussé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ayant lu l'ensemble de ces documents, multipliés par toutes les missions qu'on opère au quotidien quand même, parce que moi, j'observe les nouveaux modes de consommation et je les intègre, tout ce qui est réemploi, vrac, seconde main, économie circulaire, etc. On était quand même pas mal en action là-dessus avec Stéphane. On a créé justement ces 12 formats de magasins. Je vais vous présenter par exemple
le magasin de la sobriété. D'accord? Est-ce que vous voyez la fiche? Voilà. Et donc, en fait, cette fiche, c'est un outil pédagogique. C'est à des fins pédagogiques qu'on a fait une description. Il y a 4 parties dans chaque magasin. Il y a la description du contexte projectif. Par exemple, pour le magasin de la sobriété, les achats se concentrent sur ce qui est considéré comme essentiel. Donc, on est en 2050, hein, voilà. Il y a quasiment plus de superflu, plus d'effets de mode. Les besoins sont systématiquement requestionnés pour aller au plus utile. Le score environnemental des produits est devenu le critère majeur. Les déchets sont devenus des ressources. On ne jette presque plus rien. Alors, d'un point de vue, ensuite, production, évolution des productions, de l'outil de production, les gammes sont rationalisées au maximum, les produits sont systématiquement éco-conçus pour durer beaucoup plus longtemps et diminuer surtout l'impact aussi lié à la production. Bon, ça vous donne une idée, on augmente leur durée de vie, on consomme moins dans les foyers. Vous voyez comme on a tiré loin le scénario. Et donc, les consommateurs, ils sont résolus à une consommation plus sobre. C'est une sobriété choisie et pas subie. Ils achètent en seconde main, ils achètent des produits neufs avec option de rachat. Enfin, on imagine beaucoup de choses. Ils consultent la réparabilité, etc. Donc ça, c'est un des magasins. Et qui va lui-même être conçu avec des PLV éco-conçus, etc. Il consolide en fait tout ce qu'on a pu observer, d'accord, de cette tendance de la sobriété. Si je vais dans les scénarios plutôt technophiles, enfin, je ne sais pas comment le dire, technosolutionnistes, voilà. Je pousse un petit peu plus et je vous présente une carte, voilà, qui est complètement à l'extrême inverse et qui a été choisie par Schmitt. C'est le magasin invisible. En tout cas, c'est le magasin immersif. Sinon, il deviendra invisible. Alors, ce magasin-là, en fait, le scénario projectif, c'est à l'autre extrême, hein, bien sûr. C'est le numéro 10 sur 12. La consommation poursuit son développement grâce au technosolutionnisme. Sans remise en question, le métaverse a fini par s'imposer. On va être complètement dans l'immersion. Les recherches se font majoritairement par l'intelligence artificielle générative et ces systèmes évoluent quasi instantanément avec des milliers d'options qui prennent en compte à la fois le choix, les prix et tout ça à un rythme que l'esprit humain peut pas porter. Et donc, mon consommateur là-dedans, il va choisir, on va construire des produits hyper technologiques et lui va faire une totale confiance à la technologie. Il va l'estimer fiable et il va être régulièrement livré de produits dont il n'a même pas fait la commande ou quasi pas. Vous voyez, donc on fonctionne par abonnement, c'est l'IA qui gère, c'est un peu mon assistant personnel, etc., etc. Alors, pour vous en citer d'autres, là, je vous ai donné 2 extrêmes. Ça, c'est la séquence lors de laquelle les collaborateurs vont découvrir les 10 magasins. Il y a le magasin de la sobriété, j'ai le magasin du troc et de l'échange, j'ai le magasin de la durabilité, voilà. Le magasin qui crée le lien social, le magasin de l'ultra-personnalisation qui est complètement personnalisé à la personne qui entre. Enfin, la data est essentielle, etc., etc. Donc, il faut avancer les slides. Et à ce moment-là, ce qu'on fait avec Stéphane, c'est qu'on dit aux collaborateurs, mais attendez, le monde est déjà en marche. Pourquoi? Et c'est là qu'on a notre observatoire des tendances. Par exemple, on va leur livrer pour chaque modèle de magasin des initiatives pionnières, parce qu'il y a quand même des pionniers, et y compris inscrits dans cette réunion, qui ont déjà lancé des formes de commerce de demain. Donc là, je parle du Drive tout nu, par exemple, qui est un exemple très, très intéressant qui illustre le magasin de la sobriété, avec des produits neutres, sans étiquette et sans marque, hein, et puis qui sont rechargeables, réemployables, etc. Et, on peut aussi citer Decathlon avec son initiative WePlay Circular, qui passe de la propriété à l'usage. Tu peux t'abonner à tes articles de sport. On peut citer le magasin Le Store Orange. Et si Karine est là, sache que je suis allée le voir à Lyon.
même s'il est à rue de Rivoli, qui lui illustre parfaitement le magasin de la durabilité, de la réparabilité. On peut citer les solutions, évidemment, Instant Checkout, ça a été l'une des premières choses qui est sortie autour de la table, lors du tour de table chez Schmitt. C'est il faut qu'on s'inquiète parce que maintenant, on peut commander directement sur ChatGPT. Les gars, il faut vraiment qu'on se mobilise parce que il faut qu'on voit ce qu'on va faire de cette information. Et puis ensuite, je cite aussi, peut-être que Paul-Louis est là autour de la table parce qu'on avait travaillé ensemble, la solution UGLA qui permet de projeter, ça c'est typiquement le magasin immersif, sinon invisible, et ultra personnalisé. Une solution qui te permet de visualiser en 3D ta cuisine quand tu arrives, etc. Donc, on n'est pas que dans le projectif, on montre qu'il y a des initiatives qui existent, il y a des magasins qui se sont mis en hypercentre, qui ont reconçu leur format. On montre qu'on est déjà dans le monde de demain, mais il faut s'y préparer autrement que ça. Et donc, le temps numéro 3, je te passe la parole, Stéphane. Donc effectivement, le temps numéro 3 a consisté à la mise en action des équipes, puisque la question que Thierry nous avait adressée, c'était de savoir comment anticiper les évolutions à initier pour préparer dès à présent les vendeurs au métier de demain. Et donc, on l'a traité en les faisant travailler sur 4 questions. La première, comment évoluent les missions des vendeurs selon les différents scénarios et selon les différents magasins que vient de vous présenter Nathalie. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des métiers qui évoluent et comment on accompagne cette conduite du changement? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Donc, cette première projection au travers des différents scénarios. La deuxième, c'est des évolutions en termes de compétences. Il y a des savoir-faire, mais il y a aussi de plus en plus des savoir-être qui vont être indispensables. Thierry vous en reparlera juste après. Et puis, quelles sont les conséquences en termes d'organisation sur le point de vente? Et un point qui est également crucial, c'est quelles évolutions en termes de management, comment on manage la performance d'un point de vente selon qu'il soit ultra sobre ou au contraire ultra technophile, voire quasiment invisible, comme vous l'a expliqué Nathalie. Donc on a fait ce travail par rapport à la question qui avait été dressée par le groupe Schmitt, mais on aurait très bien pu, à des fins pédagogiques, travailler sur d'autres sujets. On aurait pu travailler sur les nouvelles expériences, vivre en magasin, les nouveaux parcours clients, compte tenu toujours de cet éventail de possibilités, les nouveaux concepts de magasins sur lesquels on peut imaginer se projeter demain, former des collaborateurs à des nouveaux métiers en les sensibilisant au travers de cet outil, ou sur les nouvelles postures attendues demain, selon qu'on soit côté sobriété et qu'on devienne un vendeur-acheteur qui achète des produits à ses clients et qui les vend également, ou alors à l'inverse, selon qu'on soit là plutôt pour rassurer le client sur son parcours d'achat qui aura majoritairement été fait, par exemple, au travers de ChatGPT. Donc voilà les 3 différentes étapes sur lesquelles on a travaillé. Et ce qui nous intéresse maintenant, et je vais repasser la parole à Thierry, c'est que tu puisses nous expliquer les bénéfices que tu as pu tirer de cette intervention et notamment sur le moment, le jour de l'intervention, voilà ce que vous en avez tiré côté groupe Schmitt. Le premier, en fait, il y a 2 bénéfices, il y a 2 vertus principales. La première, c'est que ça permet, en tout cas, comme on caricature et qu'on pousse à l'extrême les scénarios, ça permet déjà d'avoir une vraie prise de conscience de certaines évolutions. Alors évidemment qu'on les a en tête, sauf que là, pour le coup, on va beaucoup plus dans le détail. Et donc, il y a une vraie prise de conscience sur des évolutions qu'on est en train de vivre, ou en tout cas, où on se dit, on a les prémices aujourd'hui, et effectivement, si on pousse le curseur plus loin, ça veut dire quoi demain? Et en même temps, ça crée nécessairement déjà une première impulsion, une première mise en action sur certains sujets, et je vous en reparlerai après, sur la manière dont on a poussé le curseur un peu plus loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les scénarios sont faits de telle sorte à ce qu'il y a un vrai travail en profondeur qui est fait avec un niveau de détail et de précision dans la projection, évidemment, mais très concret. Et comme c'est très concret, on en arrive à avoir aussi, à identifier, par exemple, sur le métier de vendeur, chez nous, on a des métiers de concepteur-vendeur, de se dire, mais tiens, finalement, il y a quand même des traits communs et des points communs selon les différents scénarios. Je vous donne un exemple concret. On a poussé le curseur en se disant, finalement, aujourd'hui, un vendeur, OK, il y a toute la partie relation et vente, relation client-vente. Demain, le vendeur va aussi être davantage être amené
au-delà d'utiliser les réseaux sociaux déjà pour justement, on va dire, travailler sa communauté de clients, d'accord, être davantage dans une forme d'animation de communauté, d'être peut-être amené à mettre en contact des clients entre eux, parce qu'il y a un intérêt à le faire avec les clients, c'est ce qu'ils peuvent attendre, à mettre en contact aussi différents prestataires ou fournisseurs ou intervenants. Et par exemple, dans le métier de l'aménagement aujourd'hui, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, en tout cas dans le cœur du métier, un vendeur pourrait tout à fait se dire, enfin un client pourrait venir auprès du vendeur en disant mais moi j'ai besoin de vous aussi pour qu'à un moment donné votre solution fasse que vous m'apportiez aussi le bon contact en termes de plombier, d'électricien, d'un expert sur de la décoration pour aller beaucoup plus loin, mais en même temps j'ai une vraie problématique dans mon aménagement liée à des grosses œuvres que je dois faire également, et donc finalement ça change le job du vendeur, et dans les scénarios, on se rend compte que le métier va évoluer au point où on se parle de plus en plus d'entreprises plateformes. Finalement, on pourra avoir comme un vendeur plateforme, vous comprenez, hein, je mets les guillemets quand je l'explique. Mais en tout cas, on a des points comme ça où ça vient pousser le curseur de manière beaucoup plus loin, et où on se dit finalement le vendeur va avoir un rôle d'intermédiation. Et donc, ça questionne sur la manière demain d'aller chercher les bons profils, de les accompagner, de les développer, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment bénéfice, prise de conscience, impulsion, et puis de vraiment, il y a quelques évolutions liées au métier de la vente ou autre, où on s'est dit, mais tiens, finalement, par exemple, je fais juste une autre aparté, le métier de poseur demain, est-ce qu'il ne va être que sur de la pose et pas autre chose? Voilà, et on a pu pousser ces curseurs-là et de prendre conscience de ça. Voilà. Et je te pose une autre question, Thierry. Qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que nous, en fait, on sait qu'on a créé des prises de conscience, mais que ça va toucher toute l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelles sont les suites que vous avez données? Nous, ça nous a permis de poser un état des lieux d'aujourd'hui et prospectif, d'accord, et de demain. Là-dessus, ensuite, on a travaillé avec le COS sur deux grosses dimensions. La première, ça veut dire quoi en termes d'évolution managériale? Quand on se parle du rôle et des missions du manager, on se dit qu'il y a des choses qui vont bouger et changer. On a même un dirigeant qui, autour de la table, nous a dit, mais finalement, mon rôle en tant que manager, hein, dans ma casquette managériale, fait qu'il va tellement évoluer que je peux me poser la question si demain, c'est toujours le métier que je veux faire, parce que mon rôle ne sera plus le même. Parce que, et donc, on a travaillé autour de cette dimension-là, liée à ce qu'on peut attendre aujourd'hui, rôle et mission d'un manager, et de manière plus globale, manager et leadership, quels sont les impacts. Donc, on a travaillé autour de ces dimensions avec des ateliers collaboratifs, d'accord, avec l'ensemble des personnes présentes, des participants. Et puis ensuite, on a eu un deuxième sujet où finalement, quand on prend ce monde-là qui est en évolution, et j'ai éclairé, entre autres, la dimension des les soft skills qui sont aujourd'hui, en tout cas, prégnants, et ce, en horizon 2030. Et en fait, il y en a un commun qui ressort très fortement, qui est, et dont on se parle pas nécessairement beaucoup, c'est cette notion de potentiel d'apprentissage. Parce qu'il va falloir avoir des collaborateurs, managers ou pas, qui sont en capacité de désapprendre pour mieux apprendre, et être en capacité d'apprendre à apprendre et d'évoluer dans ce monde qui bouge en permanence, mais où toutes les choses s'accélèrent. Et cette dimension-là, elle est intéressante parce que autant jusqu'à aujourd'hui, on se parle beaucoup du monde de la formation, demain, c'est plus un sujet d'organisation apprenante, de culture d'apprentissage dans laquelle la formation est une brique, mais ne représente pas l'entièreté. Alors, on est déjà en mouvement dans pas mal de boîtes sur le sujet, sauf que le curseur, il va falloir le pousser beaucoup plus loin. Donc, on a travaillé, on a en tout cas poser des jalons sur cette dimension-là, entre qu'est-ce qui existe aujourd'hui déjà sur cette culture d'apprentissage et comment on peut aller beaucoup plus loin de manière très, très concrète. Voilà. Et puis clairement, si je peux juste redonner un topo, là on a fait un point sur l'aspect RH. Bon, par mon expérience, j'ai une grosse culture retail aussi par le passé dans les boîtes où j'ai travaillé, donc j'ai un peu cette double culture, hein, RH et retail. Et clairement, l'approche, je trouve qu'elle est intéressante aussi bien pour éclairer des sujets RH que d'autres sujets comme l'évolution des concepts magasins, l'évolution des parcours d'achat, d'expérience client, d'expérience collaborateur. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres sujets que l'approche des 12 scénarios possibles permettent d'éclairer en fait, voilà, et de se questionner et ensuite d'avancer très concrètement dans ces réflexions avec des vrais groupes de travail, etc. Ok. Voilà, Et ce que je peux dire. pour finir, Thierry, si on devait essayer de résumer, quelle est selon toi la principale valeur ajoutée de cette intervention, des outils qu'on a construits pour le groupe Schmitt? Je vais le redire, c'est d'abord une approche
à la fois dans l'air du temps, dans le sens où l'approche de base, elle est RSE, et très clairement, quoi qu'on en voit hein, dans notre environnement ou politiquement ou autre, hein, avec des discours qui peuvent aller à contre-courant, quoi qu'on le dise, c'est une vague de fond. Ok, donc on ne reviendra pas là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça a plein de sens, en fait. Mais en même temps, disruptive parce qu'elle va beaucoup plus loin et elle est beaucoup plus concrète et pratico-pratique liée aux évolutions du retail. Voilà. Donc pour moi, elle a plein de sens et de cohérence liée à cette dimension RSE, mais en même temps, comme on ajoute d'autres dimensions sociétales et qu'on est très concret sur le sujet, ça permet vraiment, pour le coup, de se mettre en mouvement, mais de manière précise en termes de stratégie d'évolution pour les boîtes, quoi. Voilà ce Ok, que je peux dire, super. comment je l'ai vécu. Très bien. Bah, écoute, merci pour tes réponses, Thierry. En tout cas, sache que Nathalie et moi, on était vraiment ravis de travailler sur le groupe pour le groupe Schmitt et puis surtout de la confiance que vous nous avez accordée parce qu'on est quand même, on s'est lancé quand même dans une sorte d'expérimentation au travers de ces scénarios de transition 2050. Donc, encore une fois, merci pour la confiance. Je te laisse Ouais, mais ça, conclure, c'était top. Nathalie. Écoutez, je conclurai par une petite anecdote à la pause. Pendant la pause café, quand tous les collaborateurs, nous, on était en train de travailler dans le SaaS avec Stéphane, on nous a reporté les commentaires des collaborateurs Schmitt qui ont dit non mais attends, on est d'accord que ça ne va pas arriver exactement comme ça. Voilà. Et il parlait du magasin invisible, sinon, immersif sinon invisible, ou du magasin du troc et de l'échange. Et donc ça, c'est vraiment ce choc que crée cet outil. Mais évidemment, nous, on est des experts et on fait des démarches extrêmement personnalisées. Donc, cet outil va évoluer. Voilà. Il peut être pris en tant que tel, prise de conscience, conférence, groupe de travail, et on s'arrête là. Ou il peut aussi devenir un outil de formation de vos équipes. Il peut, voilà, tout est possible. On savait qu'on innovait en faisant ça, comme on le fait tous les 5-10 ans. Et là, je pense que c'est parti pour de longues années. Voilà. Merci à tous. Et surtout, contactez-nous si vous voulez qu'on fasse une présentation plus longue, évidemment. Alors moi, de mon côté, j'ai quelques questions pour vous, Oui. notamment pour Thierry. Donc, Oui. est-ce que Thierry, on a vu par exemple des exemples de magasins qui s'approprient certaines de ces idées et qui les mettent en place avec l'Observatoire des tendances de Mission Capital Client. Est-ce que vous avez choisi un des scénarios ou plusieurs des scénarios pour votre projection sur 2050? Non, parce que en fait, c'était pas encore l'objectif. L'objectif était clairement d'ouvrir les chakras, de travailler sur cette prise de conscience. Ce qui a été le cas, la preuve, hein, le retour que donne Nathalie, hein, quand certains se sont dit mais waouh, ça fait un peu peur. Parce qu'évidemment, quand on caricature, il y a des choses qui font voilà, ça, on se dit waouh, si on va là-dessus, ça pose beaucoup de questions sur l'évolution des magasins et puis même des métiers, clairement, hein, en se disant waouh, comment on va pouvoir en tout cas faire face à ça. Donc non, parce que c'était pas l'objectif. Je dirais que néanmoins, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a plusieurs scénarios qui s'entremêlent et que finalement la vérité, elle n'est pas que dans un des scénarios en tout cas, et que l'idée est plutôt de se dire quelles sont les tendances sur lesquelles on va vraiment miser en se disant on croit plutôt sur différentes tendances qui vont converger par rapport aux différents scénarios et de se dire ok, c'est plutôt là-dessus en tout cas où ça nous interpelle, où on se dit qu'on va devoir orienter en tout cas nos réflexions futures pour adapter à la fois nos parcours d'achat, mais en même temps on va dire tout ce qui touche à l'expérience collaborateur, je veux dire comme ça au sens large, hein, du recrutement jusqu'à l'offboarding. Voilà. Mais ce n'était pas le sujet d'aller aussi loin. Voilà. D'accord, merci. J'espère que ça répond à la question. Oui, j'ai l'impression. Bon. Et également, Agathe Simon parle d'autres aspects que peut-être vous avez envisagés. Du coup, j'aimerais vous faire réagir sur ça. Est-ce que vous réfléchissez aussi à la manière dont les clients se rendent dans ces magasins, à l'aspect de ces magasins, donc fermés, ouverts, lumineux, etc., et aux expériences à vivre sur place? J'imagine qu'avec Ballot Florent, les expériences à vivre sur place, Nathalie, tu as beaucoup travaillé dessus. Mais du coup, sur la manière dont les gens, on les incite à venir en mobilité verte, ce genre de choses, est-ce que vous y pensez aussi dans vos scénarios? Ah bah c'est au cœur des démarches de conception des parcours clients dans les futurs concepts, parce qu'on se projette dans le magasin de demain. Et bien évidemment, ça va du moment où j'ai l'idée
de me déplacer, où j'ai un projet, où j'ai un sujet, hein, ça peut, au moment où je repars et que j'ai fait un achat ou pas, où je me fais commander. Enfin, vous voyez, où je me fais livrer, pardon, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. Et au passage, eh ben, en fait, on traduit l'ADN et l'engagement de la marque au travers de preuves et d'expériences à vivre. Et on l'a fait aussi pour l'Opéra Bastille. Enfin, je veux dire, c'est pas que le retail. C'est Opéra Bastille, c'est station de ski, c'est magasin. La méthode, elle marche sur tout le monde à partir du moment où on veut incarner justement, enfin, contribuer en tant qu'acteur vers cette transition et cet objectif zéro carbone, hein, qui est un vrai challenge. Tout le monde y travaille, quoi. Ça y est, on a enfin, tout le monde y travaille. J'entends Émilie sourire là. Merci Émilie aussi pour ton commentaire là, hein, sur les scénarios de l'ADEME avec le tsunami gris. On en reparle. On en Et reparle. peut-être juste en complément, Nathalie, dans les scénarios et dans les cartes qu'on a travaillées, on a également réfléchi au format de magasin et à son implantation. Est-ce qu'il est en périphérie? Est-ce qu'il est en centre-ville? On a également, selon les scénarios, imaginé aussi tout ce système, enfin, ce mode d'implantation plus ou moins contraint, notamment dans le premier scénario où on imagine qu'avec le zéro artificialisation nette, on n'a plus le droit de construire quoi que ce soit. On a vraiment poussé le curseur jusqu'à ce niveau-là, et donc du coup, on est obligé de faire avec ce qu'il y a, avec le foncier existant. Et à l'inverse, dans le scénario extrême, on continue à construire comme avant et on essaie de compenser les émissions carbone de ce qu'on construit grâce à la technologie. Donc ça fait partie également des sujets qu'on a traités au travers des 4 scénarios et des 12 cartes. Surtout, j'en profite pour que vous laissiez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la présentation là avant de nous quitter dans la conversation. Ça nous encourage et surtout, ça nous donne beaucoup de feedback. Voilà. Et si vous souhaitez recevoir le replay, je vous rappelle, hein, vous mettez le mot Replay. replay dans le fil de conversation et on Voilà. saura tout simplement, puis on pour vous verra. contacter, pour vous envoyer le lien. Est-ce qu'on a d'autres questions, Margot? Non, plus de questions, plus de remarques. Normalement, j'ai synthétisé tout ce qui avait été dit pendant la réunion. Très bien. Merci à tous. Sachez en tout cas que la démarche, si elle vous intéresse, on se rendra disponible. Et surtout, il faut l'adapter et vraiment la plugger sur chaque société. C'est pas un truc comme ça qu'on va dérouler tel quel. Voilà. Merci beaucoup. à vous pour votre temps. Merci Très bonne journée. infiniment, Bon Thierry, pour ton appétit. À bientôt. témoignage.